bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Béatrice Milbert, une éminente spécialiste en maladies infectieuses. Dotée d'une expertise exceptionnelle, le docteur Milbert se consacre à la recherche et à la compréhension des maladies complexes, telles que la maladie de Lyme et l'électrosensibilité. Donc, bonsoir docteur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à tous, merci également de m'avoir invité, je suis ravie. Je vous en prie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis médecin, je suis chercheuse. En fait, j'ai démarré ma carrière de façon un peu étonnante par des études d'art, en particulier dans le domaine de la peinture. Et c'est à partir de là, je ne vais pas tout vous raconter quand même, mais oui. Aux Beaux-Arts, finalement, mon prof aux Beaux-Arts m'a dit, vous savez, votre quête, c'est la quête du corps humain, donc peut-être que vous auriez intérêt à aller faire un petit tour du côté de médecine. Autrefois, il y avait des amphithéâtres communs entre l'école des Beaux-Arts et l'école de médecine, et c'était effectivement les amphithéâtres d'anatomie. Et à partir de là, j'ai fait donc un stage en médecine et j'ai décidé de continuer. Vous voyez, c'est donc, je suis partie de la peinture et pour moi, c'est très important parce que, en fait, ma façon de travailler est devenue très, très, très empreinte de ce démarrage. En fait, pour moi, la médecine est un art. L'art aussi est médecine, on peut dire ça. Et pour moi, j'ai du coup complètement, quand j'ai fait médecine, je me suis dit finalement, je ne me mets aucune limite. Je vais chercher, je vais trouver, et j'ai progressé comme ça, parce que chaque fois que j'entendais parler d'un chercheur qui sortait finalement des sentiers battus, comme Huldar et John Clark aux États-Unis, comme Michel et Saïdi en Hollande et bien d'autres, je prenais l'avion et j'allais les rencontrer. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai eu accès à des thérapeutiques, je dirais, tout à fait différentes et qui m'ont permis d'avoir ce que j'appelle une palette thérapeutique, c'est-à-dire pas que un champ de médicaments chimiques, parce que j'étais formée à la tradition médicaments chimiques, allopathiques, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais très vite, j'ai eu envie d'explorer l'homéopathie, la médecine chinoise. Je suis partie en Chine me former à la médecine chinoise traditionnelle. J'ai rencontré de très grands maîtres, en particulier à Vancouver, Léon Coquan, et je me suis, permise de faire un peu toutes les médecines que j'avais envie de faire. Alors, on dira que j'ai fait de la médecine intégrative avant l'heure, parce que pour moi, la médecine, elle est plurielle. Il n'y a pas de mauvaise médecine. Il y a des médecines qui ont chacune leur façon de voir le patient, la pathologie. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire le bon diagnostic, c'est-à-dire de trouver vraiment les causes de la pathologie dont souffre le patient pour pouvoir adapter ensuite le traitement qui est le plus approprié à son cas. Alors, ce n'est pas une chose facile, et moi toute seule, je ne suis pas suffisamment compétente pour faire de l'ostéopathie, pour faire des traitements des fois très complexes dans différents domaines, Ayurveda et même la phytochinoise, ça c'est pas mon domaine, mais le reste, oui, j'ai beaucoup de compétences dans de très larges capacités. Voilà. D'accord. Ce que j'ai pu comprendre, vous avez aussi créé une fondation qui s'appelle IRIM. IRIM. En fait, si vous voulez, alors j'ai aussi travaillé, j'ai oublié de le dire, avec le professeur Luc Montagnier pendant quand même plus de 10 ans, jusqu'à son décès en 2022. Et avec le professeur Luc Montagnier, on a commencé à travailler sur les infections froides et en particulier la maladie de Lyme.
Et donc, si vous voulez, ces recherches, si vous voulez, en particulier, moi, dans mon cas, je faisais beaucoup le lien entre maladie de Lyme et électro-hypersensibilité. Donc, je travaillais aussi avec le professeur Bellepomme. Et en fait, à un moment donné, je rejoins l'équipe du professeur Montagnier qui me disait: ce que vous faites m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que je cherchais les liens infectieux avec l'électro-hypersensibilité. Et effectivement, donc, j'ai travaillé avec le professeur Montagnier et puis avec Christian Perron, avec énormément de gens fabuleux qui étaient en France. Et à l'époque, Christian Perron nous disait qu'il essayait d'avoir des fonds pour faire de la recherche dans le domaine de la maladie de Lyme, fonds qui ne sont jamais arrivés. Et là, je vous avoue que j'ai trouvé ça tellement scandaleux que j'ai décidé de quitter la France, de partir en Suisse et de créer ma propre fondation qui s'appelle Independent Research for Integrative Medicine, ce qui veut dire recherche indépendante en médecine intégrative, avec pour but de effectivement lancer des recherches dans la maladie de Lyme, dans l'électrosensibilité, et de passer aussi à l'enseignement, en particulier l'enseignement du corps médical, qui est extrêmement déficient en France. Je ne le dirai jamais assez. Justement, je suppose que cette fondation va permettre aux médecins futurs justement d'être formés. Comment ça va se passer cette transition justement? Est-ce que c'est bien justement la fondation où les médecins vont être formés pour justement ces deux maladies, parce qu'on peut dire que c'est des deux maladies? Voilà. Alors en fait, si vous voulez, la fondation, elle est à part. Une fondation en Suisse, c'est une fondation qui reçoit des fonds pour lancer des recherches, pour financer effectivement, par exemple, des tournages de films. Là, on a fait énormément de petites vidéos sur YouTube pour pouvoir présenter effectivement des domaines clés comme qu'est-ce que c'est que la médecine intégrative, qu'est-ce que c'est que la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est que l'électro-hypersensibilité, etc. Mais effectivement, à côté de ça, j'ai créé une académie libre de médecine intégrative où, pour moi, j'accueillais les médecins et effectivement les paramédicaux, que ce soit les kinés, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les biologistes, les sages-femmes, les infirmiers, parce que pour moi, c'est le corpus médical qui doit être formé. Hein. Bon, bien sûr, les médecins, c'est essentiel. À ma grande surprise, les médecins ne sont pas très motivés pour suivre des enseignements, en tout cas pour l'instant en médecine intégrative. Il n'y a pas le recrutement que j'aurais souhaité du corps médical. Il y a quelques médecins, bien sûr, mais pas assez. Donc, j'ai créé un e-learning pour les médecins et pour la maladie de Lyme spécifiquement, parce qu'il y a au moins 5 heures d'enseignement extrêmement importants, à la fois dans le descriptif de la maladie et les possibilités thérapeutiques. Et ce sera certainement pareil pour l'électrosensibilité, en sachant effectivement que l'électrosensibilité, au départ, si vous voulez, moi j'étais toujours là à me dire, mais qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est la maladie de Lyme qui déclenche l'électro-hypersensibilité ou est-ce que c'est l'électro-hypersensibilité qui favorise la chronicité de la maladie de Lyme? Alors aujourd'hui, j'ai envie de donner la réponse suivante. Ce qui est la première cause, c'est l'environnement électromagnétique délétère que nous avons actuellement. Et actuellement, vous avez peut-être entendu parler que l'ANSES est en train de revoir les seuils de toxicité des champs électromagnétiques parce qu'effectivement, les seuils autorisés sont beaucoup trop élevés. Et donc là, il y a tout un travail de remise en cause de ces seuils. Combien de temps ça va prendre, je n'en sais strictement rien. En tout cas, si vous voulez, l'école, donc, pour moi, et les e-learning donc, sont là pour essayer d'apporter des réponses, en tout cas aux médecins, toutes les formations de santé. Et donc, comme je vous disais,
la première chose à comprendre, c'est que l'environnement électromagnétique est devenu toxique, a créé effectivement une perturbation de notre système immunitaire, une ouverture de ce qu'on appelle la blood-brain barrier, qui est la barrière hémato-encéphalique, et aussi de la barrière intestinale, ça Bellepomme le disait beaucoup, et donc favorisant l'entrée de germes qui n'ont rien à faire dans le cerveau, ce qui crée un état inflammatoire. Bon, évidemment, il peut y avoir Borrelia, il peut y avoir d'autres germes qu'on verra tout à l'heure, Oui, mais si vous voulez, c'est ça la première chose à comprendre, c'est que l'environnement électromagnétique, et ça, les gens n'en ont absolument pas conscience, et surtout pas les médecins. Les médecins n'ont absolument pas conscience de la toxicité de l'environnement électromagnétique. Mais moi qui vois à longueur de journée des patients électro-hypersensibles, je peux vous dire qu'actuellement, les chiffres explosent. Donc c'est pour ça qu'il faut quelque part qu'il y ait des émissions comme la vôtre qui permettent de toucher le grand public et qui permettent aussi, à un moment donné, j'ose espérer, que les médecins soient demandeurs d'une formation. oui, oui. Et justement, on va arriver bientôt en fin 2023. En France, comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez sensibiliser, comment les médecins sont sensibles justement à ces deux maladies? Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'eux, ils pensent justement sur ces deux maladies? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que finalement, c'est celle qui inquiète le plus les patients. Comment se fait-il que quand ils vont voir leur médecin traitant, qu'ils parlent de maladie de Lyme ou d'électro-hypersensibilité, et qu'en phase 2, on leur répond, bah, écoutez, je ne suis pas formée en tant que médecin, je n'ai pas reçu d'enseignement, donc la seule chose que je peux faire, c'est soulager votre angoisse, votre état dépressif, et les patients ressortent avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, qui évidemment ont peut-être une petite action de les relaxer, de les rendre moins angoissés, mais en aucun cas vont être traités par ça. Donc, si vous voulez, là maintenant, ce que je dis souvent aux patients, c'est quand vous venez me voir en tant que spécialiste, oui, je vous prends en charge, mais retournez vers votre médecin en disant, c'est dommage que vous ne vous formiez pas, essayez de suivre un enseignement, un e-learning, et puis voilà, et je me dis petit à petit, par le biais des patients qui, eux, quelque part, subissent finalement cette situation de plein fouet, parce que Mhm. finalement, qui sont les grands perdants de cette situation? Ben, c'est les patients. Si vous Bah voulez, oui, entre un médecin traitant qui ne connaît pas la pathologie, mais qui, quelque part, n'essaye pas de faire avancer les choses, de se former, parce qu'effectivement, l'enseignement n'est pas donné par la faculté de médecine, et ça, je peux comprendre qu'il soit extrêmement gêné de cette situation, je la comprends parfaitement, et effectivement, des spécialistes comme moi qui sont absolument débordés d'appels et de gens qui effectivement sont dans des situations de vie juste épouvantables. Comment fait-on? Vous voyez? Et les grands perdants, une fois de plus, c'est les patients. c'est ça, tout à fait. Comme d'habitude, à chaque fois. Malheureusement, c'est triste. Et justement, comment êtes-vous en arrivé justement à vous intéresser sur ces deux domaines? Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous pencher justement sur sur Les ces deux pathologies. deux Alors, maladies? alors en fait, si vous voulez, au départ, moi, je me suis beaucoup intéressée à l'électro-hypersensibilité. En fait, c'est toujours pareil, j'ai eu la chance de côtoyer Jacques Benveniste et on est allé donc à un congrès qui était à Dallas en 1997 où effectivement, il y avait des personnes qui sont venues témoigner de leur électro-hypersensibilité. Ces gens-là étaient à la Silicon Valley. Hein, et donc, c'était des chercheurs, c'était des gens qui passaient toute leur journée sur des ordinateurs et qui commençaient à décrire des troubles que personne n'avait jamais entendus. Moi, j'ai pris des notes, évidemment. Et 2 mois après, c'était au mois de juin 97, j'étais à Bologne dans un énorme congrès sur les thérapies électromagnétiques. C'était un congrès où il y avait des gens du monde entier.
Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de rencontrer des chercheurs russes qui travaillaient sur des thérapies quantiques, des thérapies électromagnétiques. Et effectivement, les thérapeutes russes, si vous voulez, parlaient d'appareils de diagnostic, de thérapeutique, et c'était juste stupéfiant parce qu'ils pouvaient avoir des actions thérapeutiques en très peu de temps. En quelques minutes, si vous aviez une tendinite, vous pouviez être soulagé. Et puis, en parallèle, il y avait des chercheurs qui sont venus des États-Unis, et à ce moment-là, c'était le rapport Bioinitiative, qui était déjà un énorme rapport, et qui ont commencé à parler de graves problèmes avec la téléphonie mobile, en particulier d'une augmentation très importante des cancers du cerveau. Et à ma grande surprise, les équipes européennes qui étaient là, qui étaient représentées dans ce congrès et qui menaient les études de toxicité des champs électromagnétiques pour l'Europe, ont pris la parole en disant: on n'a pas perçu ce type de problème, nous avons fait des études, nous n'avons aucun cas de ce type, nous ne voyons pas de rapport entre cancer et téléphonie mobile, donc nous ne voyons pas l'intérêt de refaire de nouvelles études avant 2000. Nous étions en 97. Et à ce moment-là, j'ai vu les chercheurs américains qui avaient donc parlé de ce rapport Bioinitiative se retrousser les manches, et il y a eu un pugilat, chose que je n'ai jamais vue dans aucun congrès. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre, pour qu'il y ait effectivement des gens aussi fâchés par l'attitude des équipes européennes, je vais aller récupérer tous les dossiers que je peux avoir sur ce rapport Bioinitiative. Moyennant quoi, je suis rentrée à Paris avec un document qui était épais comme ça, et j'ai appelé Michel Rivasi, Madeleine Niéman, enfin toutes les personnes qui ont créé le CRIREM dans la foulée. Parce qu'effectivement, avec le professeur Cornillo, qui était à Bobigny, nous avons une réunion au sommet et nous avons décidé qu'effectivement, il y avait suffisamment d'éléments dans tous les dossiers que j'avais ramenés pour créer une commission d'enquête et vérifier tous les dires de ce rapport Bioinitiative. Évidemment, moi, en tant que médecin, j'étais chargée de voir les patients. Donc, dès les années 98-2000, j'ai commencé à voir les tout premiers patients électro-hypersensibles que m'envoyait le CRIREM. D'accord ? Et à partir de là, moi, je fais toujours plein de prises de sang, j'examine, je fais un peu un rapport, et puis j'ai commencé à me dire, tiens, on va faire donc un test qui était extrêmement important à l'époque, qui était l'encéphaloscan. Et l'encéphaloscan, tous mes patients se plaignaient de migraines épouvantables. Donc, je faisais des encéphaloscans à l'époque pour les gens qui se plaignaient de migraines. Et en général, les images que j'avais, c'était un cerveau qui était rouge vif. D'accord ? Et là, en l'occurrence, le cerveau, il n'était pas rouge vif, il était bleu. Bleu, ça veut dire que la circulation cérébrale était très mauvaise. Et quand je disais à mes patients, écoutez, avec la mauvaise circulation cérébrale que je vois sur votre scan, vous devez avoir de sérieux problèmes au niveau mnésique, c'est-à-dire vous devez avoir une mauvaise mémoire, des troubles de concentration. Et là, ils me disaient tous, mais c'est exactement ça. On a d'énormes problèmes de concentration, on oublie tout, on est quasiment des légumes, quoi. Et donc là-dessus, j'ai commencé à me dire, mauvaise circulation, voyons s'il ne pourrait pas y avoir des tests circulatoires qui pourraient montrer cela, donc la CRP ultrasensible. J'ai fait des tests d'histamine qui montraient un état inflammatoire du cerveau très important. J'ai fait la CRP ultrasensible, ça je vous l'ai dit, l'homocystéine qui était très élevée chez certains, et également la protéine S100B qui s'est avérée un des meilleurs marqueurs internationaux
pour l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. À partir de là, effectivement, j'ai commencé à avoir des idées de traitement, mais au départ, je donnais surtout du ginkgo biloba, des choses extrêmement simples, si vous voulez, pour améliorer la circulation cérébrale de mes patients. Et puis, j'ai rencontré le professeur Bellepomme lors d'un congrès et il m'a dit, bah, écoutez, ce que vous faites, j'ai été interpellée lors d'un congrès à l'UNESCO par des patients électro-hypersensibles. Ils m'ont tous dit que vous les soignez. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut faire une recherche? Et c'est là où on a démarré cette fameuse recherche, mais ça, c'était en 2006. Hein, cette fameuse recherche sur 1500 patients. Moi, j'ai commencé donc avec le professeur Bellepomme à l'époque, on a fait à peu près 350 cas. Et là, on est parti sur des électroencéphalogrammes. On a même fait je vous dis, énormément de tests. Lui avait des tests aussi, d'autres tests par rapport il était cancérologue, donc il cherchait des états précancéreux. Donc c'était très intéressant de croiser nos deux expériences. Et puis, à l'époque, j'ai commencé à avoir pas mal de maladies de Lyme et j'ai eu l'idée de demander les sérologies de Lyme aux patients électro-hypersensibles. Et stupeur, un tiers était positif pour la maladie de Lyme. Et là, je me suis dit, c'est franchement pas banal, parce qu'un tiers, c'est quand même beaucoup. Et c'est là où j'ai rencontré le professeur Montagnier qui m'a dit, mais écoutez Béatrice, les gens qui sont les plus formés dans le domaine que vous avez choisi, les maladies infectieuses froides, peut-être vous devriez aller voir du côté des vétérinaires parce qu'eux, ils ont certainement beaucoup à vous apprendre. Et donc, grâce à Montagnier, non seulement j'ai persisté, si vous voulez, sur cette piste infectieuse que le professeur Bellepomme n'avait pas forcément envie d'explorer parce que pour lui, c'était plutôt des allergies. Et donc, il restait sur l'idée que l'histamine étant élevée, il y avait forcément un côté allergique dans cette histoire. Mais moi, je suis partie donc avec le professeur Montagnier sur la piste infectieuse. Et grâce à Montagnier, donc j'ai rencontré énormément de vétérinaires qui, eux, m'ont dit, mais vous savez, la maladie de Lyme, c'est pas que Borrelia. Vous devriez chercher la bartonelle. Eux, en tant que vétérinaires, ils étaient très confrontés à la bartonellose, puisque les chats, les chiens, les petits lapins peuvent transmettre la bartonellose à l'homme. De même, la babésiose, qu'on connaît chez les vétérinaires comme étant la pyroplasmose, la babésiose, si vous voulez, elle était transmissible à l'homme. Et il y a un réservoir en France qui sont les chevaux, qui sont atteints à 80%, on parle de la pyroplasmose. Et elle est totalement transmissible à l'humain via une piqûre de puce, de dents, d'araignées, etc. Donc, vous voyez que, et je vous en passe, hein, parce que c'est vrai que les vétérinaires, ils ne font pas que, mais pour moi, les 3 germes les plus importants, les plus fréquemment retrouvés dans une maladie de Lyme, c'est Bartonella, Borrelia et Babesia. Et dans l'électro-hypersensibilité, c'est extrêmement fréquemment la bartonellose, souvent la Borrelia aussi, mais très souvent la Bartonella, à tel point que quand j'étais allée à Sydney en 2012 faire un congrès où j'ai présenté tous mes cas d'électro-hypersensibilité qui étaient en lien avec la bartonellose et que j'avais réussi à traiter de façon satisfaisante, les Australiens m'ont dit, mais nous, on sait très bien que la bartonelle donne de l'électro-hypersensibilité. Alors moi, j'étais persuadée de faire un scoop et eux le savaient déjà. Vous voyez, c'est étonnant, hein, Oui. parce qu'on est à l'autre bout de la Terre et eux avaient cette compréhension que électro-hypersensibilité et maladie infectieuse bartonellose étaient totalement liées. Très intéressant, très, Oui. très intéressant. Alors, pour vous expliquer tous ces méandres, voilà. Mais ça, c'est la vie de chercheuse que j'adore. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher. Peut-être que c'est aussi tout mon background, comme je vous disais, artiste, qui fait que j'ai besoin voilà, de chercher, de trouver et de mettre à profit. Tous mes patients attendent toujours qu'est-ce que je vais trouver de nouveau. Je n'arrête pas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez encore dans les recherches ou vous avez mis un petit peu de côté pour vous Non, consacrer
concentrer sur autre chose ou pas du tout? Je continue. Je continue parce que j'estime que, si vous voulez, toutes les recherches que j'ai faites m'ont amené à voir la maladie de Lyme sous un angle totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pathologie, comme je disais, qui est souvent plusieurs germes associés, mais pas que. Il y a souvent des bactéries associées avec des parasitoses, avec des viroses, avec des mycoses. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, dans une situation que je compare à un sida. C'est-à-dire que vous êtes face à des personnes qui ont une baisse immunitaire, qui ont des problèmes souvent d'intoxication avec les métaux lourds, intoxication avec l'environnement électromagnétique et qui ont non pas une pathologie infectieuse, mais plusieurs. Donc, quand je vous parlais avant des vétérinaires, donc c'est là où j'ai découvert qu'effectivement, Borrelia, elle n'était pas toute seule, qu'il y avait effectivement des associations avec souvent plusieurs autres bactéries, mais aussi avec des parasitoses. Les gens voyagent beaucoup, il y a énormément de pathologies parasitaires qui passent inaperçues et qui ne sont pas traitées. Donc, il y a également les candidoses qui sont très fréquentes parce que malheureusement, les gens mangent trop de sucre. Donc, l'alimentation pleine de sucre blanc raffiné favorise énormément la pullulation de candidose au niveau des intestins. Le candida passe très facilement la barrière intestinale, il va dans le sang, il rentre dans le cerveau et là, on a effectivement des pathologies beaucoup plus complexes. Et si vous voulez, pour moi aujourd'hui, traiter la maladie de Lyme, c'est quasiment plus les antibiotiques qui ont la première réponse. La première réponse, c'est les plantes et des traitements ou des traitements homéopathiques, en tout cas qui ont la capacité de travailler à plusieurs niveaux, à la fois parasitaire, bactérien, candidose et parfois virale. Et à partir du moment où vous nettoyez le terrain, mais ça remonte à Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, c'est lui qui a mis au point l'homéopathie en 1810 avec l'organon, l'art de guérir. Mais n'oubliez pas que Samuel Hahnemann avait écrit un livre absolument sublime qui s'appelait Le traité des maladies chroniques en 1836, où il parlait déjà d'une bactérie que, bien sûr, il n'avait pas de microscope à l'époque, mais il parlait du miasme de la syphilis. Et ce miasme de la syphilis, comme par hasard, le Treponème pallidum, est aussi un spirochète, comme Borrelia. Et il disait, quand vous traitez ce type de miasme, il faut déjà, avant toute chose, débarrasser le corps, l'organisme de l'absor. Et l'absor, c'est les parasites et les candidoses. Donc vous voyez qu'on est déjà avec ce traité qui date de 1836, avec déjà une technique que moi j'applique depuis le début, c'est-à-dire d'abord déparasiter, enlever les candidoses, bon, bien sûr supprimer le sucre, parce que c'est sans fin sinon, et à partir de là, oui, vous assainissez considérablement le terrain et vous avez la possibilité déjà de remonter l'immunité du patient et de proposer des thérapeutiques qui, elles, vont ensuite être beaucoup plus ciblées sur les bactéries, en particulier sur Borrelia ou sur Bartonella. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est obligé de passer par d'autres compréhensions, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie. Et ce qui est intéressant dans les plantes, c'est que les plantes, bon, souvent, la pharmacie classique utilise un élément qui est important dans une plante et oublie qu'en fait, c'est le totem de la plante qui est finalement le plus intéressant. Et donc, c'est là où, quelque part, ce totem de la plante, c'est toutes les grandes traditions, que ce soit la tradition chinoise, la tradition africaine, la tradition sud-américaine, qui utilisent ces totems de plantes. On n'utilise pas les plantes sous forme de gélules, on peut bien sûr, mais souvent dans ces traditions-là, c'est des tisanes, c'est ce qu'on appelle des chas, c'est des thés, et à partir de là, vous n'avez pas une plante, mais vous en avez des fois une centaine qu'on fait intervenir, bien sûr, avec un grammage précis, ça c'est la tradition chinoise, mais dans la tradition africaine, je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai beaucoup travaillé avec le professeur Yvette Paresse, qui elle a travaillé en Afrique, à côté de Dakar, à l'hôpital traditionnel de Kermassa, et qui a effectivement fait une translation absolument extraordinaire des plantes africaines vers les plantes européennes. Et ça, c'est tous ces travaux que je suis en train de publier. Enfin, j'ai déjà sorti un premier livre qui s'appelait Le trésor des plantes médicinales. Et là, nous allons sortir un deuxième livre
aux éditions du Dauphin, qui seront les secrets de santé et de beauté du professeur Yvette Paresse. Parce que c'est bien d'être en santé, mais c'est important aussi d'être beau. Oui. Parce que pour moi, les intestins, les poumons, c'est aussi la peau. Et la première barrière de défense immunitaire en tradition chinoise, c'est la peau. Et c'est la peau qui est effectivement attaquée par l'environnement électromagnétique. Donc là, vous voyez souvent, j'ai parlé du cerveau, mais souvent les gens me disent mais qu'ils peuvent plus toucher leur ordinateur, qu'ils peuvent plus toucher leur téléphone portable, que ça les brûle, qu'ils ont des brûlures sur le corps, une brûlure cutanée. Des fois même, il y a des cloques qui apparaissent, dans certains cas assez aigus. Donc, vous voyez qu'on est devant des problématiques qui sont plurielles, pas une problématique, mais plurielle. Et c'est ce qui caractérise effectivement les maladies en ce début de troisième millénaire, c'est qu'on n'a pas une pathologie, on a souvent plusieurs pathologies associées, ce qui fait que pour un médecin traitant, c'est un vrai casse-tête chinois. C'est-à-dire que vous avez un patient qui arrive une semaine, qui vous dit « j'ai des maux de tête épouvantables », la semaine d'après, il a des douleurs articulaires, la semaine suivante, il a des maux de ventre absolument affreux, et ensuite, c'est des palpitations cardiaques, et ensuite, c'est des troubles neurologiques, une paralysie d'une jambe, une paralysie d'un bras. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un feu d'artifice de symptômes. Mais ça, c'est typiquement la maladie de Lyme. Et si le médecin traitant ne sait pas ça, eh ben, il parle sur une psychiatrisation en disant au patient, mais écoutez, vous n'arrêtez pas d'avoir des symptômes différents, on fait des radios, on fait des scanners, on fait plein d'examens, on ne trouve jamais rien. Oui, bah oui, mais le problème, c'est que ça, le médecin, il devrait le savoir, si vous voulez. Quand vous voyez un patient qui vous parle d'une fatigue absolument énorme, de troubles du sommeil, alors des fois ça peut être une hypersomnie, mais des fois c'est une insomnie totale, avec des transpirations nocturnes, mais ça c'est typiquement Lyme, vous voyez. Les premiers enfants que j'ai soignés, ils dormaient 18 heures par jour. Ils étaient déscolarisés, d'accord? Après, j'en ai vu d'autres qui dormaient plus du tout. Mais si vous voulez, souvent, je demande aux parents d'éteindre la Wi-Fi. Et là, miracle, l'enfant de 10 ans redort, vous voyez? Et les petits, D'accord. quand ils ne dorment pas, ça va très mal, très vite. Donc, il faut vraiment donner ces notions, si vous voulez. Déjà, éteindre la Wi-Fi la nuit, c'est basique. Alors, c'est sûr que si vous demandez à votre médecin traitant, est-ce que la Wi-Fi la nuit, c'est embêtant pour un enfant? Il va vous dire, bah non, pas de problème. Ils ne sont pas formés. Si vous voulez, il faut partir vraiment de la compréhension que les médecins aujourd'hui n'ont aucun enseignement. Ça commence tout juste avec la maladie de Lyme, et je dirais c'est basique. Et en parallèle, vous avez la sécurité sociale qui poursuit les médecins qui prescrivent trop d'antibiotiques dans la maladie de Lyme. Comment trouver un juste milieu, vous voyez? Donc pour moi, la seule solution, c'est de former les médecins à l'homéopathie, à la phytothérapie, à la médecine intégrative, au moins ouvrir leur potentiel thérapeutique. Parce que tant qu'ils seront, je dirais, basés juste sur des antibiotiques, ils vont avoir peur de les prescrire. 2, ce n'est pas les meilleurs traitements du tout pour la maladie de Lyme, encore moins pour l'électrosensibilité, qui est souvent associée à une chimico-sensibilité, qui fait que les gens, en plus, ne supportent plus aucun médicament. Donc, vous imaginez le travail. Donc là, il y a pour moi une espèce de désespérance, si vous voulez, qui s'est installée, en tout cas chez les patients, qui se disent, mais comment on va pouvoir sortir de ce labyrinthe? Donc, effectivement, moi j'ai envie de dire que les médecins se forment. Bien sûr, l'université ne va pas assurer forcément cette formation. Donc là, moi, je crée cette académie libre de médecine intégrative et ces formations en e-learning que j'estime relativement simples, puisque en quelques heures, 5 heures de formation, j'estime qu'on peut donner quand même à un médecin des bases correctes pour comprendre les patients qui sont en face de lui, et puis après, il fait son choix thérapeutique
s'il veut se former à la phytothérapie, eh ben, il y a tout ce qu'il faut comme école de phytothérapie en France, et Dieu sait si elles sont de bonne qualité. Voilà. Oui. Est-ce que vous en avez eu justement de quelques médecins français qui sont venus se former Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt des médecins suisses, hein. Malheureusement, alors les médecins français, quelque part, je comprends, si vous voulez, que venir en Suisse, c'est pas forcément pour se former, c'est pas forcément leur souhait, mais ils peuvent faire un e-learning. Un e-learning, c'est tout à fait de leur capacité, si vous voulez. Donc, franchement, et c'est pas des heures et des heures de formation. Enfin, pour moi, j'estime que c'est basique. Et je sais qu'il y a d'autres médecins que moi qui se lancent dans des formations aussi. Il y avait le docteur Philippe Raymond et Christian Perronne qui faisaient une formation qui était d'excellente qualité à Valence. Donc, si vous voulez, mais je ne pense pas que Philippe Raymond continue à le faire, et c'est très dommage parce que c'était une formation qui était axée aussi sur la maladie de Lyme et les différentes pathologies neurodégénératives qui peuvent effectivement venir, provenir de la maladie de Lyme. Il ne faut pas oublier que le professeur Montagnier avait fait une petite étude, certes, mais très intéressante, sur 20 cas de gens qui étaient traités en institution pour Alzheimer. Et sur les 20 cas d'Alzheimer, 19 étaient porteurs de la maladie de Lyme. Et il nous disait toujours, la maladie de Lyme, au départ, si on la diagnostique précocement et qu'on la traite, normalement, c'est totalement récupérable. Mais si on la laisse évoluer, effectivement, derrière, vous pouvez récupérer des maladies neurodégénératives, des maladies de Parkinson, des Alzheimer. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des Alzheimer précoces chez des enfants et chez des jeunes adultes. En Suisse, vous avez carrément des instituts pour des Alzheimer de moins de 30 ans. Excusez-moi du peu, ce n'est pas normal. Parce que la plupart du temps, ces pathologies-là, je les connais parfaitement, je les ai très souvent traitées avec succès, et c'est simplement très facile à récupérer. Il faut simplement faire le diagnostic de maladie de Lyme, donc, ou de Bartonel, Borrelia, Babesia, etc., et traiter de façon adéquate. Et à ce moment-là, vous avez effectivement des personnes qui récupèrent tout leur potentiel cérébral en quelques semaines, en quelques mois maximum. D'accord ? D'accord. Et justement, à quoi consiste cette analyse pour voir si les personnes ont ces maladies? Alors, très bonne question. En fait, si vous voulez, là siège un des éléments majeurs. Parce que, en fait, quand la plupart des médecins de bonne volonté font la sérologie de Lyme en France, ils ne trouvent quasiment jamais la pathologie. Et du coup, ils disent aux patients, bah, écoutez, j'ai fait la sérologie de Lyme, mais elle est négative chez vous, donc on ne peut pas retenir cette pathologie-là. Erreur totale. Parce qu'en fait, le test ne recherche que 4 souches. Afzeli, Spielmani, Burgdorferi et il m'en manque une, Afzeli, Spielmani, Burgdorferi et je vais retrouver, mais pour l'instant, je la retrouve pas, la quatrième. En tout cas, Garini. Voilà, Garini, c'est quasiment la plus importante parce que c'est ce que disait le professeur Perron. Il disait en France, nous avons énormément de neurolyme, donc qui peut dégénérer après, et c'est lié à cette bactérie Garini qui affectionne particulièrement le cerveau. Burgdorferi, c'est plutôt les articulations, et Spielmani, Afzeli, c'est cutané, aussi articulaire. Donc vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de souches, alors qu'il y en a plein d'autres. Vous avez les souches africaines, vous avez les souches asiatiques, et celles-là, personne ne les cherche, ou très peu de laboratoires. Il y a le laboratoire Barla à Nice qui les cherche, mais moi, finalement, j'envoie tous mes patients faire des tests en Belgique. Enfin, ils ne vont pas en Belgique, mais ils envoient leur sang en Belgique. C'est le laboratoire Red Lab, qui est le laboratoire de Kenny de Merler, qui est quand même un très grand chercheur qui travaille sur les syndromes de fatigue chronique, et qui a pris ce test, qui au départ était un test franco-anglais.
En fait, les recherches ont été faites par des équipes franco-anglaises à partir des années 2013. Je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est moi qui étais présente lorsqu'il y a eu effectivement les rencontres des équipes anglaises et françaises pour mettre au point ce nouveau test, qui est un test avec les phages, qui est un test Félix, le test Félix, test des phages, qui permet de rechercher les souches asiatiques et africaines, et donc de trouver des pathologies de Lyme chez des gens qui ont des sérologies en France complètement négatives. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que nous sommes face à une pathologie qui est totalement sous-diagnostiquée, non seulement en termes de symptômes, mais de diagnostic biologique. Donc vous imaginez le calvaire des patients. Oui, Évidemment, cette maladie n'étant pas diagnostiquée, elle n'est pas traitée de façon adéquate. Inutile de vous dire qu'on ne traite pas du tout une maladie de Lyme à bactérie Borrelia burgdorferi qu'une bactérie à Borrelia miyamotoi, souche asiatique, ou une Borrelia souche africaine, Hermsii, recurrentis, Dutoni, etc. Donc vous comprenez, c'est d'autant plus triste que là, on a des solutions thérapeutiques efficaces, mais différentes à chaque fois. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que la médecine, pour moi, est un art. Il y a plusieurs disciplines, mais on peut quand même faire des translations, si vous voulez. Avoir une pathologie cardiaque et ne pas se poser la question que Lyme est peut-être derrière. Hein. Une des raisons pour lesquelles j'étais tellement triste en France, c'est que sans arrêt, je demandais à mes collègues cardiologues, mais est-ce que vous pouvez regarder si la maladie de Lyme ne pourrait pas avoir une localisation cardiaque? Ils me disaient, mais non, Lyme chronique n'existe pas. Je pars en Suisse, à l'hôpital de La Tour à Genève, vous avez le docteur Stéphane Zaza qui a publié sur le Lyme cardiaque, qui fait des biopsies cardiaques, parce qu'effectivement c'est ce qui se fait aux États-Unis, et qui fait des diagnostics, qui fait des traitements. Bon sang, c'est tellement impossible pour moi, si vous voulez, comment au niveau neurologique, tous ces médecins neurologues ne voient pas que des pathologies d'Alzheimer précoce chez des gamins, hein, des jeunes filles que je vois avec un Parkinson à 15 ans ou un Alzheimer à 30 ans, ou des enfants de 14-15 ans qui ont des Alzheimer, comment est-ce qu'on peut accepter que ces enfants aient un Alzheimer et ne se poser la question que la maladie de Lyme pourrait être sous-jacente? Non, vous avez des centaines d'enfants qui sont psychiatrisés chaque année parce que Lyme n'est pas recherché. Hein, moi, je me souviendrai toujours d'un enfant qu'on m'a amené. Alors, un coup, il pleurait, un coup, il riait, il était recroquevillé dans un coin de mon bureau en position catatonique, il tenait pas debout, il avait la main qui tremblait, il ne pouvait plus tenir un stylo. Écoutez, cet enfant, en 6 mois, on l'a sorti d'affaires. C'était facile. Mais les parents, au départ, me disaient finalement, il est en psychiatrie, vous êtes vraiment sûr qu'il a Lyme? Je dis, mais c'est pas que je suis sûre, je voudrais faire les diagnostics, quoi. Je voudrais faire les tests biologiques, déjà accepter qu'on fasse les tests biologiques, mais on les a fait en France, ils sont négatifs. Je dis oui, mais s'ils sont négatifs en France, ils peuvent être positifs en Allemagne, ils peuvent être positifs en Belgique. Donc on se retrouve à faire une médecine avec finalement l'aide des pays qui sont à côté de chez nous, qui sont pourtant en Europe. Hein, je veux dire, l'Europe a lancé il y a quelques années un appel en disant que la maladie de Lyme était une pandémie bien supérieure au sida. Mais ça date pas d'hier, ça date d'il y a déjà une dizaine d'années. Une pandémie supérieure à celle du sida. Et nous, en France, on a des tests qui datent d'il y a plus de 30 ans, qu'on n'a même pas remis au point. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ça? Et Viviane Chaleur, qui effectivement est une femme qui avait un laboratoire à Strasbourg et qui faisait effectivement des tests, elle mixait des tests qui étaient faits en France, donc elle faisait un Western blot quasiment systématiquement, alors qu'on nous dit de ne pas les faire si la sérologie est négative, mais elle faisait systématiquement des Western blot et elle rajoutait aussi des Western blot allemands qui permettaient effectivement
de découvrir beaucoup plus de patients qui avaient des positivités pour Lyme. Écoutez, aujourd'hui, le laboratoire de Viviane Chaleur a été fermé parce qu'effectivement, le fait qu'elle se permettait de faire des tests un peu élargis ne lui a pas été pardonné. Donc, moi, personnellement, je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe en France. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai été claire et que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Oui, mais c'est peut-être aussi du fait, comme vous l'avez bien dit, c'est que forcément, les médecins, vu qu'ils ne sont pas formés, euh, forcément, un patient va lui donner un symptôme, donc le médecin n'aura pas le réflexe systématiquement pour faire un diagnostic. Mais je suis Et il est d'accord. là le problème. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je sais qu'une fois, j'avais une jeune médecin qui est venue me voir à Paris parce qu'elle avait entendu parler de ce que je faisais. Elle était curieuse. Moi, c'est ça que j'attends, c'est de la curiosité de la part de mes confrères. Et je lui expliquais, comme je vous explique là actuellement, tout ce que je fais. Mais elle était en pleurs. Elle était en pleurs. Elle me disait, mais docteur Milbert, j'ai honte. Le nombre de patients que je n'ai pas diagnostiqués. J'ai honte. Et je disais, mais écoutez, voilà, vous reconnaissez vos torts. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses torts et changer. C'est tout ce qu'on demande, si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour faire un procès à qui que ce soit. Je reconnais que dans la situation dans laquelle on est en France, franchement, c'est particulier. Et quand je vous parlais de ce test Félix, qui est un résultat de recherche d'une équipe franco-anglaise, et que vous voyez que le test n'a été repris que par la Belgique, par un laboratoire de recherche de renom, mais quand même, ça laisse à réfléchir. Vous comprenez? Et Oui. donc, moi, je me dis tout ça pour entendre derrière des patients se plaindre qui ont des errances médicales, parce qu'il faut voir le prix que ça coûte. Quand vous avez des patients qui passent, moi j'ai une patiente un jour qui arrive dans mon bureau, elle se tenait au mur. Et elle me dit, docteur Milbert, vous êtes mon dernier secours. Je dis pourquoi? Elle me raconte toute son histoire. Elle avait des douleurs, elle est allée voir son médecin, elle lui a dit j'ai des coups de couteau dans le corps, c'est des douleurs atroces, dans le thorax, dans la tête, alors ils lui ont tout fait, hein. Les scanners, les IRM, alors ça, elle a tout eu. Vous imaginez la fortune que ça coûte. À l'arrivée, on lui dit ma bonne dame, vous n'avez rien. Donc c'est forcément psychiatrique. Elle a eu 30 séances d'électrochoc, d'accord, qui n'ont servi à rien, sauf à la mettre dans un état encore plus de grande fragilité. Donc, je l'ai tirée d'affaire. Ah, effectivement, sur Internet, elle m'a fait une pub. Alors là, c'est sûr qu'elle était complètement en admiration. Mais si vous voulez, quelque part, je me dis, mais les médecins, c'est sûr que s'ils ne comprennent pas, s'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas formés, mais vous imaginez les erreurs médicales à longueur de temps qu'ils font, et, et par ignorance. Par ignorance. Alors que si vous voulez, aux États-Unis, on ne peut pas dire, comme vous voyez que des très grands professeurs en France vous disent que la maladie de Lyme chronique n'existe pas, d'accord? Et que vous avez aux États-Unis 10 000 publications par an sur le sujet, vous vous demandez à qui vous avez affaire, d'accord? Tout à fait, bah oui. Et justement, euh, quelles sont les options et de traitement disponibles pour justement les patients actuellement, que ce soit en France ou Alors, à les l'étranger? traitements, c'est toujours difficile parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a souvent plusieurs bactéries, des parasites, des candidoses, des D'accord. virus. Alors, moi, j'ai tendance à faire un traitement de base qui a toutes les capacités de nettoyer, hein. Donc, c'est ce que j'appelle la cure Clark de déparasitage, the Cleansing Parasite Programme du docteur Clark, parce que effectivement, j'ai eu la chance de la rencontrer aux États-Unis, de travailler avec elle et de voir à quel point ce traitement pouvait être intéressant. Après, c'est 18 jours de traitement et point barre. Et après, derrière, il faut passer à d'autres traitements en fonction des listes de bactéries. C'est pour ça que c'est compliqué de dire, voilà, prenez ça. Oui,
c'est pas une Oui, panacée, si vous voulez. C'est déjà pour aider. Et déjà, je dirais même les patients électro-hypersensibles, souvent je commence par ça en leur disant si vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Après, c'est quand même un traitement avec du clou de girofle, de l'absinthe, de la teinture de noix, de l'ornithine. Et effectivement, vous avez certaines personnes qui ne vont pas supporter le clou de girofle. Vous en avez d'autres qui trouvent que le traitement est très fort. Et c'est vrai. Donc, vous avez des personnes très, très affaiblies. On ne va pas pouvoir commencer par ça. Si vous voulez, le professeur Mutter, qui était un des grands pionniers, si vous voulez, aussi en Allemagne par rapport à la maladie de Lyme, qui travaillait à la clinique Paracels en Suisse et à la clinique Saint-Georges en Allemagne, disait toujours, quand vous avez des patients qui sont extrêmement fatigués, ne commencez pas par des traitements lourds, surtout pas d'antibiotiques. Il faut remonter l'état de la personne, qu'il y ait des nutriments, des oligo-éléments, des vitamines, que la personne reprenne un petit peu de poids, parce que des fois les gens perdent énormément de poids, parce que ça dérègle tout, la maladie de Lyme. Ça dérègle le système neurovégétatif, ça dérègle le système neuroendocrinien. Donc vous avez des gens qui perdent beaucoup de poids, vous en avez d'autres qui prennent beaucoup de poids. Vous en avez qui ont des tensions très basses, vous en avez d'autres qui ont des tensions très hautes, que rien ne peut soigner. C'est pour ça, je vous dis, il faudrait faire de la recherche. Normalement, le professeur Perron aurait dû avoir des fonds pour faire de la recherche. C'était lui qui était le plus avancé de nous tous en France. Bon, aux États-Unis, vous avez Richard Horowitz, vous aviez le professeur Burascano, en Allemagne, vous avez le professeur Mutter. Mutter, il est un des rares à avoir publié un article où il avoue avoir traité un patient qui avait une sclérose latérale amyotrophique. Vous voyez ce que c'est une sclérose latérale amyotrophique? C'est une pathologie normalement mortelle en 2 ans. D'accord? Avec, en général, énormément de pathologies d'intoxication aux métaux lourds en parallèle. Eh ben, le professeur Mutter a tiré d'affaire quelques patients qui avaient des scléroses latérales amyotrophiques. Il a publié et il le disait, au départ, on ne peut pas traiter la maladie de Lyme. Au départ, il faut traiter le terrain du patient. Il faut traiter son état de faiblesse. Il faut traiter ensuite ses intoxications aux métaux lourds qui sont souvent massives. Les plus forts cas d'intoxication aux métaux lourds, c'est les patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont des maladies de Parkinson, qui ont des scléroses latérales amyotrophiques. Toutes ces maladies neurodégénératives sont fréquemment associées avec des intoxications aux métaux lourds. Et donc ça, moi j'ai pris l'habitude de faire ce qu'on appelle des TEP scans DFG. Le TEP scan DFG, c'est les Japonais, les premiers, qui ont dit, ça c'est le professeur Tsakuta, j'espère que je prononce bien, qui a fait cette recherche en 2015 sur les syndromes de fatigue chronique, où il montrait que le TEP scan DFG montrait les zones au niveau du cerveau qui étaient très mal irriguées, mais également les zones où il y avait des dépôts de métaux lourds. Et donc, j'ai commencé à adresser mes patients à Créteil, au docteur Autier, au professeur Autier, parce que effectivement, lui, il travaillait sur la myofasciite à macrophages, qui sont souvent déclenchées après des vaccinations. Donc, c'est des intoxications graves à l'aluminium. Et donc, vous avez un livre qui est sorti qui s'appelle Toxic Story sur le sujet. Et moi, je trouvais qu'il y avait effectivement, là encore, des croisements possibles de symptômes entre les myofascites à macrophages, les maladies de Lyme, l'électro-hypersensibilité. Et donc, j'ai décidé d'explorer avec le TEP scan DFG des maladies de Lyme, des électro-hypersensibilités. Effectivement, le cerveau est gravement abîmé chez ces patients. Donc, vous avez des zones d'hypométabolisme, vous avez des zones où on voit effectivement des dépôts de métaux lourds, et ça, c'est extrêmement convaincant pour comprendre que ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, l'encéphaloscan, il n'existe plus. Donc, effectivement, il a fallu que je remplace par cet examen-là, qui n'est pas un petit examen,
La plupart du temps en France, quand vous demandez un TEP scan DFG, c'est réservé uniquement aux gens qui ont des tumeurs au cerveau ou des risques de métastases au cerveau. Mais le TEP scan DFG peut être aussi utilisé de façon diagnostique. Et donc ça, c'est des études qui ont été faites, je vous dis, au Japon. Et les Japonais sont très, très en avance pour le diagnostic de ces hypométabolismes au niveau du cerveau et qui vont montrer effectivement des zones cérébrales bien précises qu'on peut effectivement ensuite traiter avec les traitements que décrit le professeur Mutter et qui sont pratiqués donc dans certaines cliniques parce qu'effectivement à ce stade-là de pathologie, c'est trop complexe pour être traité en ville. Il faudrait des structures hospitalières, il faudrait des cliniques, il faudrait vraiment un système de soins qui prenne en charge cette pathologie et la compréhension à tous les niveaux, cardiaque, neurologique, rhumatologique. Vous avez énormément de gens qu'on a traités aussi pour des maladies auto-immunes. Donc polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, qui avait effectivement des traitements lourds, du méthotrexate très souvent, puis maintenant bien d'autres, et qui en fait avaient des pathologies de Lyme, qui peuvent être, je ne dis pas que c'est forcément Lyme, mais ces pathologies de Lyme peuvent être intriquées avec ces maladies auto-immunes. Et effectivement, surprise, et c'est ce que me disait toujours le professeur Montagnier, il me disait, Béatrice, on ne sait pas, il peut y avoir une vraie maladie auto-immune associée à la maladie de Lyme. Ben, traitez d'abord la maladie de Lyme, et puis après, vous voyez ce que ça donne sur la maladie auto-immune. Et effectivement, ça a permis de voir que certaines fois, on parle de pseudo-Parkinson, de pseudo-sclérose en plaques, c'est-à-dire que les gens ont les symptômes, mais ce n'est pas tout à fait clair. Ils ont, par exemple, dans la sclérose en plaques, vous pouvez avoir des personnes, la sclérose en plaques, souvent les gens sont très aggravés par la chaleur. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a eu un diagnostic de sclérose en plaques qui vous dit, moi, la chaleur, ça m'améliore, mais à 200%, alors là, il faut revoir la copie et il faut s'interroger effectivement si cette maladie diagnostiquée sclérose en plaques ne pourrait pas avoir une maladie de Lyme, des fois, je dirais, prépondérante, qui fait qu'une fois traité, les symptômes disparaissent. D'accord. Ça, c'est Et des juste, choses extrêmement intéressantes qui font que, effectivement, quand on est sur le terrain depuis aussi longtemps que moi et que d'autres, hein, je ne suis pas la seule dans l'équipe du professeur Montagnier, vous aviez des gens absolument fabuleux qui ont travaillé de concert sur tous ces domaines-là. Et donc, c'est cette richesse, si vous voulez, que maintenant, on voudrait quand même transmettre. Hein, oui, parce bah qu'on oui. va quand même tous partir en retraite et puis laisser les gens comme ça sur la banquise, quoi. Et justement, comment vous voyez pour l'avenir proche? Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer ou au contraire, ça va empirer? Alors pour moi, c'est sûr qu'on est dans un paroxysme, si vous voulez, actuellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de maladies de Lyme, de plus en plus de gens électro-hypersensibles, tous totalement sous-diagnostiqués. Et pour moi, je ne quitterai pas le navire sans avoir lancé l'enseignement. Il faut absolument enseigner. Il faut enseigner, il faut enseigner. Alors, vous allez bien entendre ce que je vais vous dire. Les premiers qui m'intéressent, c'est les médecins. Je les attends à l'Académie de médecine intégrative à Genève ou en e-learning. Mais si les médecins ne se mobilisent pas, j'ouvre les formations aux autres. C'est-à-dire que moi, je vais faire comme en Afrique. En Afrique, on faisait des cases santé avec des infirmiers, avec des sages-femmes. Donc, eux, ils sont effectivement des gens qui ont une formation médicale, en tout cas de base, qui est excellente, les kinés. Voilà. Mais après, j'ouvre aux médecines alternatives parce qu'un bon naturopathe, je peux vous assurer qu'il a la capacité effectivement de prendre en charge des personnes à condition évidemment qu'ils connaissent bien la phytothérapie. Bon, on ne peut pas exiger, il faut former une fois de plus les gens qui sont dans les médecines alternatives et qui sont demandeurs de prendre en charge ce type de pathologie. Là encore, les écoles de phyto, elles existent en France, elles sont excellentes. Et puis, je vais terminer par France Lyme
effectivement, parce que France Lyme, il y a des patients experts maintenant qui sont passés par cette maladie. On ne soigne jamais si bien une maladie qu'on a eue. Voilà. Et à Paris, à René Descartes, vous avez effectivement une femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle le docteur Tourette Turgis, qui a ouvert l'université des patients. Parce qu'effectivement, les patients experts pourraient être d'une très grande utilité. Parce que si nous sommes débordés par le nombre de patients qui soudain vont dire « Ah bah tiens, mais moi j'ai peut-être ça aussi, etc. » Eh bien, écoutez, il faudra quand même qu'on arrive à faire face. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les capacités aussi des patients à s'entraider, à monter au créneau et à être dans une capacité, peut-être pas de diagnostic, mais d'aide au diagnostic. D'accord? Et de toute façon, la première aide au diagnostic, c'est déjà de faire comment dire, des questionnaires. Donc, des questionnaires, j'en avais fait un il y a longtemps, qui est sur Internet, qui s'appelle Urgence Lyme. Et c'est un questionnaire très simple où à la fin, vous avez un chiffre qui apparaît et qui permet de voir si oui ou non vous êtes dans une fourchette de chiffres qui pourraient être compatibles avec une maladie de Lyme. Auquel cas, c'est intéressant de poursuivre les investigations. Et j'ai fait un questionnaire qui est beaucoup plus important, beaucoup plus fouillé, parce qu'il aborde aussi l'électro-hypersensibilité, qui est sur la plateforme Melisa, Melisa, MELYSA.ch. Donc ça, c'est des questionnaires, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que disait Christian Perron au départ. Christian Perron disait, mais moi, je suis à l'hôpital. Donc, les tests, j'ai les mêmes tests que tous les médecins français. Donc, comment je fais pour diagnostiquer Lyme? Il disait, c'est pas compliqué, c'est un interrogatoire qui est long, fastidieux, mais qui permet, au bout du compte, de se dire, bon, ben là, a priori, c'est du Lyme. Donc, que ce soit Christian Perron ou Richard Horowitz, qui sont tous les deux des médecins juste fantastiques, ils ont travaillé avec un questionnaire, ce qu'on appelle avec une grille de lecture, qui permettait de s'orienter vers Lyme. Après, c'est pas pour ça qu'on savait quel type de Borrelia c'était, quel type, s'il y avait de la Bartonelle ou de la babésiose. Bon, on peut quand même, quand on a l'habitude en tant que médecin, on peut avoir l'idée de ce qu'il y a comme co-infection. Mais en fait, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des tests, moi, je ne les fais plus faire en France. Je fais faire des tests à l'étranger. Et aujourd'hui, la biorésonance, qui est quand même sont des tests qui ont été mis au point, donc des systèmes russes qui existent maintenant. Vous avez des appareils, vous en avez toutes sortes. Vous en avez qui sont beaucoup plus, on va dire, axés sur l'infectieux, donc qui permettent de retrouver des états infectieux chroniques comme la maladie de Lyme. Il n'y en a pas énormément. Et il y a effectivement des gens qui se sont formés à ces appareils et qui ont la capacité. En Suisse, la biorésonance, elle est autorisée, elle est remboursée et elle apporte énormément de capacité d'aide au diagnostic. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai que il y a différents appareils, hein, comme les ondes scalaires qui peuvent Voilà, aussi. on peut pas mettre tout, si vous voulez. Il faut vraiment, je dirais, avoir des références d'extrêmement bonne qualité. Pour moi, quelqu'un qui travaille sur Lyme depuis longtemps et qui a des bonnes références, voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des thérapeutes sont un peu perdus parce qu'avec tout ce qui est sorti récemment, il y a énormément d'interdictions de pratiquer pour des thérapeutes non médecins. Et donc là, ça rend les choses effectivement extrêmement compliquées. Alors que l'intelligence aurait été de s'intéresser à ces thérapeutes, justement, qui amènent une diversité de possibles et de s'assurer de leur donner une formation complémentaire s'ils en avaient besoin. Enfin, je veux dire, quand vous allez en Suisse, un homéopathe, un phytothérapeute, un naturopathe doit avoir 600 heures de formation, avec des formations aussi bien en physiologie qu'en anatomie. Donc ça, c'est un prérequis, si vous voulez. Donc pour moi, comment ça se fait que
en France, on a tellement besoin de médecins, de thérapeutes, et qu'on se lance encore dans une discrimination, alors qu'il serait tellement facile d'assurer une formation complémentaire aux thérapeutes qui en ont besoin pour assurer, je dirais, un suivi de haute sécurité. C'est Ça ça. serait l'intelligence. Et Oui. quand je vois la qualité de la médecine en Suisse, que nous avons en France aussi, sauf qu'elle n'est pas nomenclaturée et autorisée de la même façon. Voilà, c'est tout. Mais l'enseignement en Suisse, il est d'une qualité extrême. Tous les thérapeutes ont des enseignements de qualité, je dirais, parfaite. Et c'est quand Oui. même dommage de voir qu'on ne se donne pas cette capacité-là en France. En tout cas, pas Mm. tout. Voilà. Pour terminer, ma dernière question, justement, on va aborder une question sur l'électrosensibilité. Qu'est-ce que vous pouvez justement conseiller aux patients ou personnes qui sont hypersensibles pour améliorer leur qualité de vie? Alors, écoutez, je pense que la chose la plus importante, c'est quand même de se protéger. C'est vrai qu'on peut donner des traitements comme la cure Clark, on peut donner, mais si vous voulez, enfin après, il y a différents degrés d'électro-hypersensibilité, hein. Quelqu'un qui se découvre, moi j'ai vu énormément de patients en urgence qui avaient des électro-hypersensibilités aiguës, hein. Je me rappellerai toujours cet homme qui était devenu électro-hypersensible suite à la pose d'un Linky dans son jardin. C'était même pas à l'intérieur de sa maison. C'était quelqu'un qui avait extrêmement réussi professionnellement, donc sa maison était toute neuve, elle était immense, il avait un immense jardin. On lui met ce compteur Linky, il devient électro-hypersensible, mais gravissime. Bah, si vous voulez, moi je lui ai conseillé de quitter effectivement son logement et de partir en zone blanche et de rester au moins 2 mois, de nager le plus possible, voilà, parce que l'eau est extrêmement importante. L'eau de mer en particulier, ou des stations thermales avec des eaux salines comme on peut avoir dans le Jura, il y a Salins-les-Bains. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont été très améliorés par Alors après, évidemment, les stations thermales, des fois, bah, il y a la Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Mais les patients électrosensibles, en tout cas, eux, quand ils souffrent à ce point, il faut vraiment qu'ils partent en zone blanche. Il faut compter à peu près 2 mois pour récupérer. Mais pendant ce temps-là, il faut effectivement équiper leur maison, faire des protections. Alors des protections, il y en a plein. C'est sûr que c'est pas juste mettre un rideau. Bon, des fois, ça peut aider, bien sûr, mais si vous voulez, des fois, il faut mettre des peintures, il faut vraiment isoler. Tout dépend de la situation. Vous avez des gens, ils se retrouvent avec 25 antennes relais au-dessus de leur tête. D'accord? 25 antennes relais au-dessus de leur tête. Et ils souffrent le martyre. Et des fois, ils n'ont pas la possibilité de s'en aller. Et les familles ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et ça, si vous voulez, je pense que, il faut vraiment que les gens qui sont électro-hypersensibles, ils aient la possibilité d'expliquer à leur entourage. Enfin, il faudrait quand même qu'il y ait de la documentation. Alors, moi, j'ai amené une petite documentation qui est géniale, qui a été faite par mes patients en Belgique. Et ça, je peux vous donner les références parce que c'est tout simple, c'est un petit feuillet et c'est pour les familles qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un électro-hypersensible. Voilà. Vous avez aussi des télés spéciales avec des émissions. Ma vie en mode avion, là aussi, c'est des patients belges qui se sont réunis et qui font des petites émissions pour expliquer aux patients électro-hypersensibles comment se protéger, tout ce qu'ils ont testé, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de possibilités. Alors, vous avez les jeans qui protègent contre le smartphone, parce que tout le monde met son téléphone dans
dans sa poche de jean. Vous avez même des slips de protection, parce qu'effectivement, on dit maintenant, et c'est vrai, qu'il y a une atteinte de la fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, liée justement au fait de porter un téléphone portable dans ses poches de pantalon et très près finalement des organes génitaux. Donc ça, Mm. si vous voulez, il y a plein de choses à prendre en compte. On pourrait passer des heures, vous savez. C'est pour ça que les protections, il y en a plein. Et alors souvent, moi j'ai des collègues belges qui effectivement me disent le problème, c'est que souvent les gens, ils vont acheter des lits à baldaquin, par exemple, sauf que ils vont devoir le brancher à la prise de terre. Mais si la prise de terre ne fonctionne pas, bah, ils sont des fois même aggravés. Donc en fait, vous vous retrouvez avec l'obligation de faire appel à des très bons électriciens. Il faut qu'ils soient formés, si vous voulez. Donc en France, moi j'aime bien Navoti, parce que Navoti, ils ont tout un groupe d'experts qui se déplacent à domicile pour faire l'évaluation des prises électriques, de tout ce qui peut être utilisé, parce que je vous dis, c'est pas la peine d'acheter des protections très chères et puis de vous retrouver avec l'impossibilité de les utiliser. Et c'est pareil, quand vous avez 20 antennes relais au-dessus de la tête, mais il vaut mieux déménager. C'est ce que disait souvent Belle Pomme aux patients. Il leur disait, mais tirez-vous de là, vous risquez vraiment gros. Mais les gens, ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont les enfants qui sont scolarisés. En plus, souvent, bah, il y en a un, deux qui sont atteints, puis pas les autres. Donc, en fait, c'est vrai que c'est complexe parce que l'électrosensibilité, comme je vous ai expliqué, il y a le problème d'un état infectieux, voire plusieurs. Mhm. Il y a le problème de l'intoxication aux métaux lourds. Il y a le problème souvent des amalgames dentaires en bouche. Il peut y avoir des antécédents de trauma crânien ou de trauma de la colonne vertébrale. Donc là aussi, il faut que les médecins soient formés. Comment vous pouvez aider quelqu'un qui se plaint d'électro-hypersensibilité en lui donnant juste des antidépresseurs et des anxiolytiques? Ça ne tient pas la route, c'est évident. Donc il faut vraiment une prise en charge. Et donc là, ça va encore plus loin parce que il faut tenir compte de la géobiologie, il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de la sensibilité de chacun. Nous ne sommes pas tous égaux devant le risque électromagnétique. Et on va dire qu'à peu près, il y a 17% de la population mondiale qui est à risque d'être électro-hypersensible de façon grave. Donc, c'est pas rien. Et ça, si vous voulez, c'est effectivement tous les travaux qui ont été faits sur le cerveau, les différents types de cerveau qu'il peut y avoir. Nous ne sommes pas tous égaux. Ça, c'est clair. Par rapport à la gestion aussi de l'électricité environnementale. Parce qu'on a parlé de l'électro-hypersensibilité, mais on pourrait parler aussi des gens qui sont sensibles à l'électricité domestique aux 50 Hertz. Oui. Et le premier qui en a parlé, c'est le génial docteur Jean-Pierre Machy, que j'ai rencontré à Nice, qui était très âgé à l'époque, qui avait 80 ans. Et au tout début, quand je voyais les premiers électrosensibles, je lui disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et Jean-Pierre Machy, il avait écrit un énorme bouquin de plus de 600 pages qui s'appelait Un combat pour une idée, où il racontait qu'il souffrait de migraines atroces dans les années 60. Il était parti, même avant, il était parti en coopération à Madagascar. Pendant 7 ans, il n'avait pas eu de maux de tête. Il revient à Nice, maux de tête immédiat. Et là, il s'est dit, c'est pas possible, il y a un truc dans l'environnement que je ne supporte pas. Et il s'est rendu compte, effectivement, que l'électrosmog, si vous voulez, ce qui se dégage déjà de l'utilisation de l'électricité, mais peut être totalement délétère pour certains d'entre nous. Et il expliquait que effectivement, certaines personnes, donc il s'est basé sur des gens qui avaient été électrocutés, qui avaient été aussi foudroyés, qui étaient rescapés, et ces gens-là faisaient plus que les autres des maladies de Parkinson, des Alzheimer, des maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, etc. Donc en fait, à une époque, il avait mis au point une petite ceinture avec des terres rares pour mettre les gens à la terre.
très important. Et quand je l'avais vu, il m'avait dit, mais écoutez, dites aux gens électrosensibles de faire une mise à la terre. Donc moi, je disais mise à la terre, ben, vous pouvez marcher pieds nus dans votre jardin, sauf qu'en hiver, c'est pas idéal. Vous pouvez avoir effectivement un espèce de bac à sable où vous mettez vos pieds dessus. C'est sûr que marcher pieds nus dans l'eau, en bord de mer, sur le sable, c'est excellent parce que vous déchargez, si vous voulez, Oui, l'électricité en excès. Voilà. Donc la mise à la terre, que ce soit effectivement en marchant pieds nus, mais je l'utilisais aussi des petites noisettes d'argile que vous pouvez trouver. Vous pouvez prendre un tube d'argile, vous mettez une petite noisette d'argile à la base de la colonne vertébrale et vous la fixez avec un pansement occlusif, type pansement américain, et vous gardez 12 heures. Alors 12 heures la nuit, 12 heures le jour, comme vous voulez. Mais c'est vrai que pour des grands électro-hypersensibles, ça amenait un petit peu de mieux, mais ce n'était pas suffisant, vous comprenez? Donc oui, c'est quand même toute cette compréhension de mise à la terre, d'être effectivement, donc souvent les Australiens ils disaient bah, mettez les mains sous l'eau, l'eau est une mise à la terre complètement naturelle, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, surtout quand vous travaillez sur ordinateur pendant des heures, n'oubliez pas de boire de l'eau, mais pas l'eau en bouteille, une bonne eau que vous pouvez avoir bon filtrée, vivant. une eau vivante, si vous voulez. Ça, c'est très important. Les enfants, vous leur donnez des bains ou des douches ou des bains de pieds, mais peu importe, mais mettez à la terre, faites boire de l'eau à tout le monde. Ça, c'est des choses de base, si vous voulez. C'est vrai que pour moi, au jour d'aujourd'hui, on traverse une période où il faut vraiment revenir à une médecine de base. Je ne dis C'est pas de ça, plus, mais de base. c'est ça. On a Les souvent oublié les fondamentaux. bases. Les fondamentaux. C'est Boire de ça. l'eau, boire de l'eau. Mais une bonne eau, pas n'importe quelle eau. Si vous voulez, là, il y avait les Indiens Kogi qui étaient de passage à Genève et que j'ai rencontrés, mais ils étaient stupéfiants. Ils nous disaient, l'eau est l'élément central de notre science. Voyez, l'eau est extrêmement importante. C'est pour ça que je fais ce congrès sur l'eau à la fin du mois d'octobre, les 28 et 29 octobre prochains à Genève. Nous avons un énorme congrès sur l'eau, son et lumière, les clés du vivant. Parce que si vous voulez, là, il y a le professeur Gérald Pollack qui vient, qui va parler effectivement de notre eau cellulaire, mais qui explique tout ce que je vous dis. Et Gérald Pollack qui dit l'eau intracellulaire, c'est l'élément central de la santé. Or, cette Oui, eau est affectée par notre environnement tout à électromagnétique. fait, tout à Et elle fait. est extrêmement sensible aussi aux radiations du soleil bénéfiquement et à l'infrarouge. Vous voyez, et l'infrarouge est extrêmement intéressant pour traiter la maladie de Lyme. Je dirais c'est même une façon élégante de traiter la maladie de Lyme, d'éliminer les métaux lourds et de dégager les toxines de Borrelia. Voilà, je pense que je vous ai vraiment Oui, communiqué tout ce que je pouvais vous tout à communiquer. fait. Et Voilà, en tout cas, justement, pour nous rejoindre, c'est acalmi.ch, acalmi.ch. Pour nous rejoindre, c'est l'Académie libre de médecine intégrative. Là, vous avez tout le programme du prochain colloque. Et puis, tous les médecins qui nous ont entendus, eh ben, bienvenue, rejoignez-nous massivement. Voilà, nous je vous attendons. remettrai les liens en descriptif en dessous de la vidéo. Et c'est Parfait. vrai qu'au niveau de l'eau, vous avez aussi le professeur Marc-Henri qui en Il parle viendra bien. aussi. Marc-Henri sera là également. Ah, Marc-Henri nous vous lui rejoint passerez le également. bonjour de ma part. Entendu, entendu. Voilà. Justement, donc ma dernière question, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu l'opportunité de travailler avec le professeur Montagnier justement sur la mémoire de l'eau? Alors, le professeur Montagnier, il était un passionné de la mémoire de l'eau. Et c'est bien ça qui lui a valu les pires ennuis. Parce que le professeur Montagnier, il ne faut pas oublier que c'était un homme juste extraordinaire. C'était notre prix Nobel de médecine en 2008 pour toutes ses recherches sur le virus de sida. Et quand vous voyez comment on l'a traité, c'est juste inadmissible. C'est un homme vraiment que je voudrais saluer parce que oui, il avait repris, il avait même fait à l'UNESCO en 2012 une journée entière sur la mémoire de l'eau, ce qui lui a valu immédiatement les pires ennuis.
C'est là, à partir de là, on a commencé à dire, mais c'est pas possible, le professeur Montagnier, pour s'intéresser aux travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, mais il est complètement sénile, voyez. C'est à partir de là où il a commencé, je dirais, à être traîné dans la boue. Et moi, quand je lui disais, mais professeur, mais vous êtes vraiment tellement courageux, comment vous pouvez supporter qu'on dise autant d'horreurs sur vous? Il me disait, mais Béatrice, je suis un homme âgé, j'ai toute ma tête et jusqu'au bout, je défendrai la vérité. Jusqu'au bout, je défendrai la vérité. Et aujourd'hui, on sait que tous les travaux sur la mémoire de l'eau sont validés. Et quand Gérald Pollack a fait cette magnifique water conférence à New York au mois de mars dernier, après, il y a eu plein de journalistes qui m'ont appelé en me disant, mais on ne savait pas à quel point Jacques Benveniste avait été persécuté, puisque en 97 justement, il avait refait tout l'état des lieux sur tous ces travaux qui avaient été vérifiés par plusieurs équipes internationales, notamment au Canada, en Israël, donc en Allemagne, en Italie. Il y avait énormément de gens qui le soutenaient. Fritz Albert Popp avait repris les travaux de Jacques Benveniste, avait montré à quel point il avait raison. Donc, si vous voulez, il était soutenu partout. Donc, et donc là, effectivement, Benveniste, on va assister à une réhabilitation de tous ses travaux. Bien évidemment, il avait entièrement raison. La mémoire de l'eau donne accès à un changement radical de la biologie et de la médecine. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu autant d'ennuis, Jacques Benveniste et Luc Montagnier. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. En tout cas, docteur Béatrice, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'avoir fait cette interview sur ma chaîne, parce que je sais que vous avez un planning qui est chargé. Et merci beaucoup. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Je pense que l'année prochaine, en début 2024, on aura peut-être encore l'occasion de refaire une nouvelle conférence. Avec un plaisir. Merci beaucoup. Restez quelques minutes encore avec moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je partagerai tous les liens. Vous allez retrouver les liens demain ou après-demain en dessous de la vidéo, avec tous les sites internet et autres. Comme ça, vous pourrez avoir accès. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, surtout le plus important, c'est de la partager. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. Merci. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.